Bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre NEC plus Ultra, passage obligé pour aller sur la planète du rêve et de la belle ouvrage. Quoi de neuf sur le fond de l'excellence? Sommaire. Ce palace à l'italienne a l'esprit de famille, un luxe. Au salon maison et objets, des découvertes d'intérieur. Gérard Lévy, lui, nous parle de son amour pour l'Asie. Tout de suite, et histoire de vous dépayser, je vous emmène faire un tour sur la merveilleuse côte amalfitienne. Nous allons directement à Amalfi, dans un hôtel de rêve, une adresse que l'on ne se donne qu'entre amis. Suivez-moi. C'est un des plus anciens hôtels de la côte amalfitienne, une institution dirigée par la même famille depuis 4 générations. Ici, la terre plonge à pic dans une mer azur. En 1880, Giuseppe Gambardella construit un premier bâtiment, détruit par un glissement de terrain. C'est une histoire très longue, car cet hôtel est le second hôtel Santa Caterina. Et ce second hôtel, qui a ouvert en 1904, avec seulement 6 chambres, construit par ma grand-mère et mon père, est le nouveau Santa Caterina. Année après année, la famille Gambardella a développé l'établissement. Aujourd'hui, c'est un hôtel de luxe 5 étoiles, mais pour nous, de la famille, c'est toujours la maison. C'est le Santa Caterina où ma sœur et moi avons grandi, où nous avons passé des moments magnifiques, mais aussi très durs. C'est comme une créature parmi nous. Les 2 sœurs dirigent aujourd'hui le palace, aidées par leurs enfants. Elles entendent partager cet esprit de famille avec leurs hôtes. L'établissement propose 67 chambres et suites. Très lumineuses, elles sont décorées avec des meubles du début du XXe siècle et des céramiques de Vietri, village de la côte amalfitienne. L'histoire de la famille est intimement liée à cet hôtel de luxe. Elle lui donne un supplément d'âme. Quand nous étions enfants, l'hôtel avait sensiblement le même nombre de chambres qu'aujourd'hui. Mais il y avait encore cette atmosphère de la première maison qui nous est arrivée intacte. Et le client ressent qu'il ne se trouve pas dans un hôtel anonyme. Il est dans une maison qui s'est transformée en établissement de luxe. Et même s'il n'est pas très grand, il demande beaucoup d'investissement, notamment avec tous les jardins. Ce ne sont pas des jardins stéréotypés, ils sont naturels. Et tout ceci fait partie du premier sentiment de la maison initiale. Une végétation dense à la beauté naturelle. On y cultive les fameux citrons d'Amalfi. Le temps semble n'avoir aucune prise sur cet hôtel. Concernant la décoration, nous avons été aidés par un vieil architecte qui a collaboré avec nous pendant 50 ans. Il a dessiné les ascenseurs qui descendent à la mer, cette salle où il y a désormais le bar, le lounge et tant d'autres choses. Sa dernière réalisation est ce carrelage en céramique très particulier, dessiné par ses soins en collaboration avec les artisans de la céramique d'art Solimento de Vietri. L'hôtel dispose de 2 restaurants, voici le plus grand, une salle en marbre avec vue sur la mer. On y sert le buffet pour le petit déjeuner et le dîner du soir. À la belle saison, on peut aussi déjeuner près de la piscine. La piscine fut l'un des derniers travaux réalisés par notre père. En même temps que les ascenseurs qui descendent à la mer, ça a été fait autour des années 1957-1958. Des travaux dignes d'Hercule.
Il s'est battu 6 ans pour avoir le permis de construire. Et tous les jours, nous entendions parler de ces ascenseurs qui devaient se construire et qui finalement ont pu voir le jour. Et ce fut une immense joie, immense, immense. Ces ascenseurs mènent à la plage privée. Après, on peut alterner entre piscine et mer. Le choix est difficile. L'hôtel a même pensé aux grands romantiques. Le chalet des amoureux Juliette et Roméo a toujours été là. C'était une petite maison de chasse qui appartenait au propriétaire de ce jardin. Dans les années 40, mon père l'a affecté à l'hôtel et vers 1995, nous l'avons transformé en suite. Aujourd'hui, il y a aussi une magnifique piscine à débordement, mais la construction externe date d'au moins 2 siècles. De mai à octobre, les hôtes peuvent déjeuner dans ce restaurant en plein air juste au-dessus de la mer. Au menu, une savoureuse cuisine méditerranéenne. Des poissons grillés, des pâtes maison et la fameuse pizza, cuite dans un four traditionnel. L'hôtel mise sur un service de qualité. Aujourd'hui, 130 personnes travaillent dans l'hôtel et il y a aussi beaucoup d'employés intérimaires. C'est donc un investissement économique énorme pour un hôtel de ce type. Mais nous sommes heureux de voir que cet hôtel fonctionne dans les meilleures conditions. Le business nous intéresse jusqu'à un certain point. Pour nous, cet hôtel est avant tout de l'amour. La passion se transmet de génération en génération. Une déclaration d'amour, en français s'il vous plaît, à un patrimoine. J'aime les lumières, j'aime les fleurs dans le jardin, j'aime l'atmosphère qu'on respire quand on entre par la porte principale. Et j'aime les petits coins que seulement ma sœur et moi peuvent reconnaître d'où vient Santa Caterina. La famille a su conserver le charme de l'hôtel. Celui-ci allie avec brio tradition et modernité. Comme chaque saison, nous sommes allés regarder ce qui se passait au salon Maisons et Objets. Voici ce qui a retenu notre attention. Le salon est une vitrine du savoir-faire français. Les ateliers d'art de France exposent le travail de 250 professionnels. Ils ont de l'art au bout des doigts. Cette année, les ateliers ont formé 8 couples, un artisan et un designer. Voici notre duo préféré, le maroquinier Max Capdebarth et la créatrice Marie-Christine Frison. Ensemble, ils ont imaginé une collection de sacs en cuir très souple. Des pièces fabriquées dans l'Aveyron, dans l'atelier de Max Capdebarth. Créé en 1987, il emploie 7 personnes. Cette collaboration a été un vrai plus en termes de créativité. De la créativité, Pucci de Rossi n'en manque pas. L'Italien présente ici une série d'objets en céramique. Quand les œuvres des plus grands artistes contemporains ornent les objets du quotidien, c'est le concept de ligne blanche créé en 2007. Sans jamais franchir la ligne rouge du mauvais goût, la marque propose vaisselles et boîtes. De René Magritte à Gilbert et Georges, en passant par Keith Haring, les amateurs d'art sont comblés. Si l'art n'a pas de frontières, la qualité si. Toutes les assiettes et les tasses sont fabriquées en porcelaine de Limoges. Pour les gourmands, Ligne Blanche propose des boîtes de chocolat ornées de dessins de Keith Haring. Il y a aussi des bougies parfumées, des objets très gais.
Le salon, c'est plus de 8 halls à visiter. Tous les 6 mois, c'est une immense foire pour les amateurs de décoration d'intérieur. Orfèvre de formation, Jean Boggio est français. Mais au salon, il ressuscite le savoir-faire de l'Empire du Milieu. En porcelaine ou en bois laqué, ces chinoiseries contemporaines font penser à des vignettes de la bande dessinée Le Lotus Bleu, un bestiaire tout droit sorti de l'imaginaire de Jean Boggio. À l'origine, c'est un créateur de bijoux baroques, mais sa rencontre avec l'entrepreneur de Taïwan Francis Chen allait tout changer. En 2006, il lance une ligne de mobilier et d'accessoires de maison, Jean Boggio for France. L'histoire est déjà finie, hélas. Et c'est dommage, chaque objet commence par un dessin de Jean Boggio, puis il façonne le modèle en cire ou en pâte à modeler. Une démarche minutieuse qui ressemble à celle utilisée pour les bijoux. Jean Boggio est en réalité un orfèvre d'intérieur. Ses meubles sont commercialisés dans toutes les grandes capitales du monde, Londres, New York, Tokyo et bien sûr Pékin. Pour continuer notre voyage sur le petit nuage du rêve, je vous invite à découvrir les merveilles qu'il y a à la galerie Gérard Lévy. Sa galerie est installée au cœur du 7e arrondissement de Paris, à 2 pas du Louvre. Gérard Lévy en a fait son musée particulier, une passion qui remonte à l'enfance. C'est le métier que je voulais faire depuis tout petit. J'ai fait l'école du Louvre, et moi qui étais un élève moyen mais un grand noceur, à l'école du Louvre, j'ai brillamment réussi. Je suis donc diplômé d'art chinois et japonais, d'archéologie orientale et d'art musulman. Une prestigieuse formation qui lui a permis de voir l'art autrement. J'ai eu de merveilleux profs à l'école du Louvre qui étaient des grands patrons. J'ai eu la chance de connaître André Breton, qui m'a montré comment voir, ou plus exactement détourner un objet. J'ai eu la chance aussi de connaître Man Ray, qui m'a lui aussi appris à détourner la vision et à voir au 2e, 3e degré. Et donc, je fais ce qui me plaît en disant qu'un bon antiquaire est un sadomasochiste. On ne vend bien que les objets qu'on aime. L'antiquaire aime 2 univers différents, la photographie ancienne et l'Asie. Depuis la réouverture du musée Guimet en 2001, les œuvres d'art asiatiques ont le vent en poupe. Gérard Lévy aime partager sa passion avec les collectionneurs. J'ai souvent fait des expositions sur des objets qui n'étaient pas connus, que j'ai donc achetés en me disant « Tiens, c'est intéressant, on ne connaît pas beaucoup ça, je travaille dessus » et finalement les gens m'ont suivi. C'est ce qu'on appelle un marbre au paysage. J'ai été le premier à faire des expositions là-dessus il y a 25 ans à peu près. Ce sont donc des marbres qui sont découpés et qui représentent des choses qui, pour un lettré chinois, sont très importantes. C'est un paysage. Les montagnes sont là et la brume s'accroche sur la montagne. Le paysage, pour le chinois, est une des choses les plus importantes qui soit. Et c'est en même temps une leçon de modestie. Quoi que tu peignes, la nature a fait avant toi et mieux que toi. Une maxime encore d'actualité aujourd'hui. L'antiquaire n'est pas un simple vendeur, c'est un aiguilleur. Grâce à son expertise, il conseille des collectionneurs et leur fait découvrir des objets nouveaux. Pour les choisir, Gérard Lévy a une méthode bien précise. Alors, les critères pour choisir un objet dépendent de mes études. Je passe ma vie dans les musées, j'adore les musées. Et puis c'est la mémoire à tiroir, comme disait Napoléon.
les objets se superposent et vous avez un archétype qui sort. Et s'il me plaît, si je peux l'acquérir, eh bien, il vient chez moi. Il y a un secret qui est valable pour tout, beauté de l'objet, état de conservation et ou signature. Quand on fait dans le désordre, c'est toujours mauvais. Il faut que l'objet soit beau d'abord. Et ne pas acheter un objet uniquement parce qu'il est signé et il n'est pas très beau. À suivre donc les conseils de ce sage antiquaire. Gérard Lévy a de plus en plus de clients étrangers et notamment des Asiatiques qui veulent redécouvrir leur histoire. Il propose un large panel d'objets et de peintures des plus osés aux plus spirituels. Comme vous le voyez, la main est en pronation, c'est-à-dire vers le haut. C'est des mains de Bouddha. Absence de crainte, pas d'arme dans la main. Je viens, je te bénis. Toutes les têtes, elles sont presque toutes thaïlandaises, avec les différentes visions. Et vous remarquerez que le Bouddha ne vous regarde jamais. Il a le visage replié sur lui-même, il est en méditation sur lui-même. Il est plus haut que vous, en général. Donc le geste de l'adoration respectueuse. Et sûrement, ça donne une forme de tranquillité. Ce sont des objets qui rentrent dans tous les intérieurs, si je puis dire. Un art accessible à condition d'avoir un portefeuille bien garni et très riche. Chaque pays a ses spécificités. Exemple avec ses vases. Ces objets japonais, j'aime les formes. C'est la forme d'abord. C'est une vision de mon esthétique. J'en perds beaucoup d'autres qui ne me touchent pas. J'ai des blancs totaux sur certaines choses. Et il y a d'autres choses, peut-être parce que j'ai étudié, mais ce n'est pas parce que vous avez étudié un objet que vous l'achetez. C'est un acte d'amour, c'est un coup de foudre pour un objet. Depuis qu'il a ouvert sa galerie en 1964, Gérard Lévy est guidé par l'amour des beaux objets. C'est un matérialiste romantique. Tout un programme, il dresse un portrait exigeant de son métier. Un bon antiquaire, c'est d'abord quelqu'un qui connaît son métier, qui a une morale et qui rêve chaque fois sur un objet. Et l'objet vous parle, et puis voilà. Et puis il y a un certain genre d'objets que les clients savent trouver chez vous parce qu'ils vous suivent dans votre goût. Je vous dis, je ne vends que ce que j'aime. Gérard Lévy, un amour d'antiquaire. On redescend du petit nuage, le voyage est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'Hôtel Saint-James de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde, sur tv5mondeplus.com ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est une histoire de cœur. Au revoir. C'était la fleur préférée de Coco. Pourtant, c'est la première fois que le camélien inspire à Chanel une ligne de bijoux. Donc, comme son nom l'indique, c'est une collection de camélias, mais jardin parce que c'est un foisonnement de camélias qui reprennent tous les codes de la maison avec différents matériaux, différentes pierres, des pierres de couleur, du noir et blanc, du tout blanc. 90 bijoux nés grâce aux doigts de fée des artisans maison. L'idée, c'était d'avoir une collection qui est évidemment différente de ce que nous avions fait auparavant dans le camélia, donc avec des bijoux plus dessinés, plus architecturaux. Beaucoup de bagues assez importantes. Chanel s'est fait spécialiste des bagues un peu importantes et là, on a voulu rendre hommage à ça. Voici le point d'orgue de la collection. La broche Coromandel, qui pour moi représente vraiment toute l'exégèse de cette collection, avec cette forme très stylisée de camélia, puis une technique qui permet de reprendre les idées des paravents de Coromandel de l'appartement de Gabrielle Chanel. Un brillant hommage à Mademoiselle.